là les intérêts de votre nièce. J'en parle toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'elle s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne chose que de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Plongon et lui décrier sa conduite. Et comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de la fête. Comment? C'est une imagination burlesque, ce sera peut-être plus heureux que sage. Voilà qui revient. Agissez de votre côté et laissez-moi faire. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation? Voilà qui est fait. De raisonner ensemble, sans avec un esprit détaché de toute passion. Oui. D'où vient, mon frère, qui en bien que vous avez, n'ayant rien d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient ma sœur, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles, et je ne dis pas que par un esprit détaché de toute passion, elles ne furent ravies de les voir toutes de bonnes religieuses. Oh, ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu, c'est elle qui fait le mal, et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, laissons-la. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille et qui est détachée de toutes sortes d'intérêts. Elle a pour vous une tendresse merveilleuse et elle montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain, n'en parlons point. Et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, ma sœur, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente un parti plus sortable pour elle. Ah oui, mais celui-ci, ma sœur, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, pour elle ou pour vous? Il doit être ma sœur, et pour elle et pour moi, je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire. Pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours embelliné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Et comment l'entendez-vous, ma sœur? Je l'entends, mon frère, que je ne connais point d'homme moins malade que vous et que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement constitué, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter le comté de votre tempérament et que vous n'êtes pas crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, ma sœur, que c'est ça qui me concerne? Et que M. Puangon dit que je suis bon s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde. Mais raisonnons un peu, ma sœur. Vous croyez donc pas à la médecine? Non, je ne vois pas que pour son salut il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révéré? Bien loin de la tenir pour véritable, je la trouve entre nous une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et je ne connais point de plus plaisante momerie et rien de plus ridicule qu'un homme qui veut se mêler d'en guérir un autre. Pourquoi ne voulez-vous pas, ma sœur, qu'un homme puisse guérir un autre? Par les raisons, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici, où les hommes ne voient gouttes, et que la nature nous a mis devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Oh, si, mon frère, ils savent fort belles humanités, ils savent parler en beau latin, savent nous en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais, pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord, ma sœur, que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, et qui ne guérit pas de grand-chose. Et toutes les séances de leur art consistent en un profus galimatia et un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, ma sœur, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Et nous voyons bien que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine et non de l'excellence de leur art. Mais il faut bien que les médecins croient à leur art véritable puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est qu'il y en a, mon frère, qui sont eux-mêmes dans des rôles profonds
et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, ni ses points de finesse. C'est un homme tout médecin de la tête jusqu'aux pieds, qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner. Il ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de difficile, rien de douté. Et c'est avec une impétuosité de prévention, une roideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, qui donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faudra point vouloir mal de ce qu'il pourra vous faire. C'est avec la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera en vous tuant que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en un besoin ferait à lui-même. Oh. C'est que vous avez, ma sœur, une dent de lait contre lui. Mais venons au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien. Rien? Rien. Il ne faut qu'au demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre impatience, c'est notre inquiétude qui gâche tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, ma sœur, que l'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous remettre. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qui seraient à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle de soulager, secourir la nature, de la rétablir et la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer le cerveau et les entrailles, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de conserver la chaleur naturelle et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années. Il vous dit justement le roman de la médecine, mais quand vous en venez à la vérité, à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et l'on est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. Ah, c'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête. Et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes d'hommes que vos grands médecins. Entendez-les parler les plus habiles gens du monde, voyez-les faire les plus ignorants de tous les hommes. Ah, vous êtes un grand docteur, à ce que je vois. Je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Mon frère, je ne prends point la tâche de combattre la médecine. Et chacun a ses périls et fortunes pour croire tout ce qui lui plaît. Tout ceci n'est contre nous. Et j'aurais souhaité de pouvoir vous tirer un peu de l'erreur où vous êtes et pour vous divertir, de vous mener voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Ah, c'est un peu impertinent de votre Molière. Mais je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qui jouent le ridicule de la médecine. Bon, à lui affaire d'aller se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon impertinent, un nigo, qui a de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer à l'ordre des médecins et de les mettre sur son théâtre d'habileux et de vénérables personnes comme ces messieurs-là. Et que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des gens? On y met bien tous les jours des princes et des rois qui sont d'aussi bonnes maisons que vos médecins. Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je laisserai mourir sans aucun secours. Il aurait beau faire, beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, pas le moindre petit lavement, et je lui dirai, crève, ne t'attendra plus autre fois à que vous jouez, non, que je fais. Voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal. Et si les médecins sont sages, il faut rompre ce que je dis. Mais il sera plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui, s'il n'a point recours au remède. Il dit qu'il a ses raisons pour cela, et il soutient que cela n'est permis qu'aujourd'hui qu'on et robuste et qu'on ait force de reste pour porter le remède avec la maladie. Mais, que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Ah, une sotte raison que voilà. Tenez, ma sœur, ne parlons pas de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile.
Vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, il ne faut point prendre les résolutions des blancs de la maison de votre enfant. Pour le choix d'un chambre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte. Et que sur cette matière, on doit un peu s'accommoder à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Ah, ma sœur, avec votre permission. Comment que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt Oh, fait. vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos. Ah, monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin? De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon Christère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Oh, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Burgon qu'on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Oh, ma sœur, j'ai peur que vous soyez cause ici de quelques malheurs. Oh, le malheur de ne pas prendre une ordonnance que M. Purgon a ordonnée. Encore pour mon frère. Et est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous viviez toute votre vie ensevelie dans leurs remèdes? Mon Dieu, ma sœur, vous en parlez comme une personne qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de discours. Il est facile de critiquer la médecine quand on est en pleine santé. Quel mal avez-vous? Oh, vous me ferez enrager. Je voudrais que vous lissiez mon mal pour voir si vous oseriez tant. Ah, voici monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Je sois ici de mes ordonnances et que l'on a fait refus de prendre le remède que j'avais ordonné. Monsieur Sonnet. Voilà une hardiesse bien grande, l'étrange rébellion d'un malade contre son médecin. C'est épouvantable. Un Christère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, Ce n'est pas moi. inventé, formé dans les règles de l'art, Il a tort. et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Ah, ma sœur. Le renvoyer avec mépris, C'est elle. c'est une action exorbitante. C'est pas vrai? Un attentat énorme contre la médecine. Elle est cause. Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Mais c'est ma sœur. Je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir, toute raison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Mais c'est ma sœur qui a fait tout le mal. Me renvoyer avec mépris. Mais faites-le venir. Je m'en vais le prendre. J'allais vous tirer d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais dépouiller votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mais c'est ma sœur. Je ne voulais qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, puisque vous êtes soustrait de l'obligation que l'on doit à son médecin, La crie vengeance. puisque vous êtes déclaré remède au remède que je vous ordonnais, Mais point du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la crotté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Tu l'as fort bien fait. Je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, Oh, miséricorde. que vous tombiez dans la bradypepsie, Oh, monsieur de Purgon. la bradypepsie dans la dyspepsie, Monsieur de Purgon. la dyspepsie dans la pepsie, Monsieur Purgon. de la pepsie dans la dianterie, Ah, monsieur de la dianterie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l'hydrophysie, Monsieur Purgon. et de l'hydrophysie dans la privation de la vie. Vous aura conduit votre folie. Oh, monsieur Purgon.
Ah. Ah, mon Dieu, ma sœur, je suis mort. Vous m'avez perdu. Oh, qu'y a-t-il? Ah, je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Mon frère, je ne fais pas ça. Je vois bien que vous devez vous remettre et ne pas vous laisser emporter par tous ces mots. Et vous voyez, ma sœur, des étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je serai incurable avant qu'il soit 4 jours. Mais est-ce un oracle qui a parlé? Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Il me semble à vous regarder que M. Purgon, d'autorité suprême, vous l'allonge ou le raccourcisse comme il lui plaît. Et que ces remèdes sont aussi peu capables de vous faire mourir que de vous faire vivre. Allons. Si vous voulez à vous défaire des médecins, ou si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il est aisé, mon frère, d'en prendre un autre avec lequel vous puissiez prendre un peu moins de risques. Ah, ma sœur, il sait tout de mon tempérament et de la manière dont il vous me gouverner. Il faut avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne connais pas. Non, c'est comme deux gouttes d'eau. Si j'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que c'est quelques petits frères qu'elle m'aurait donné après le trépas de mon père. On fait le venir. Voilà servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Ah, ma sœur, j'ai peur que vous ne soyez cause de quelque malheur. Oh, quand vous en revenez toujours là. Et voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies que je ne connais point. Souffrez, monsieur, il agrée que je vienne vous rendre visite et vous proposer mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis obligé. Par ma foi, vous la connaissez elle-même. Je vous demande pardon, monsieur, j'ai oublié de donner une commission à mon valet, je reviens tout à l'heure. Et ne diriez-vous pas que c'est effectivement malade? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on avait vu de sortes de choses. Et les jeux de la nature ne sont pleins que de ces mystères. Pour moi, j'aurais été surpris par celle-là. Voulez-vous, monsieur? Non. Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non. Il faut donc que mes oreilles me tournent. Demeure un peu ici pour voir comment ce médecin te ressemble. Vraiment, j'ai affaire là-bas, je l'ai déjà assez vu. Si je les voyais tous deux, je croirais qu'ils ne sont qu'un. J'ai vu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé par celle-là et j'aurais juré que c'est la même personne. Je vous demande pardon de tout mon cœur, monsieur. Monsieur, je suis votre serviteur. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de venir voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur, je vous le redis. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez là un effet des secrets de mon art, de mon corps conservé ainsi, frais et vigoureux. Par ma foi, un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité et trouver des malades dignes de m'occuper, et capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'occuper à ce menu fatras de maladies ordinaires, assez bagatelles de rhumatisme et de destruction, assez fiévrottes, assez migraines, assez vapeurs. Non, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau,
de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec inflammation de poitrine. Et je voudrais, monsieur, que vous ayez toutes les maladies que je viens de dire, que vous soyez abandonné par tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour pouvoir vous montrer l'excellence de mes remèdes et le plaisir que j'aurai à vous rendre au service. Monsieur, je vous suis obligé des bons soins que vous aurez de moi. Donnez-moi votre pouls. Allons. Que l'on batte comme il faut. Je ferai vous faire aller comme vous devez. Ouais. Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Ah, il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, et que sentez-vous? Ah, je ressens parfois des douleurs de tête. Le poumon. J'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous allez boire un peu de vin? Ah oui, monsieur. Le poumon. Vous avez un petit sommeil après le repas et vous êtes bien à dormir? Oui, monsieur. Non, le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur, et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Mais que diantre faites-vous de ce bras? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper. J'étais que de vous. Mais pourquoi? Vous ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et empêche ce côté de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit. Je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-le vous crever et vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Mais cela n'est pas pressé. Adieu, monsieur. Je suis navré de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire afin de le guérir. Jusqu'au revoir, monsieur. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un humain vraiment qui paraît formidable. Oui, mais il va bien un peu vite. Oh, pour grands médecins sont comme cela. Écoutez, un bras, crever un œil, pour l'autre se porte mieux, bah, j'aime mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération que de me rendre manchot et borgne. Bon, allons. Je suis votre servante et j'ai bonne envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui me voulait dater le pouls. Oh, vous voyez un peu à 90 ans. Frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brisé avec vous, ne voulez-vous pas dire que je vous parle partie de votre manière? Non, ma sœur, je la mettrai dans un couvent puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous, et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Et quand il y aurait quelque chose d'indignation, cela serait disciplinaire. Et rien ne dit vous offenser quand on ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage. Quoi qu'il en soit, ma sœur, elle sera religieuse, la chose est réglée. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Ah
je vous entends, vous en revenez toujours là et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puisse souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle et de voir que vous donnez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, ne parlez pas, madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Assurément. L'inquiétude que lui donne la maladie. C'est vrai. Et les peines et les soins qu'elle prend tout autour de Tout moi. à fait. Voulez-vous que je vous convainque tout à l'heure et que je vous fasse voir comme madame et monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bête jaune et la tirer. Comment? Votre femme s'en va revenir. Mettez-vous, tout est dans le but, dans cette chaise, et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur, elle sera quand je lui apprendrai la nouvelle. Je le veux bien. Mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Et je vous grâce. Y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, quel ingénieur-il? Mettez-vous bien seulement. Il y aura plaisir à confondre votre sœur. Voilà, calme. Oh mon Dieu! Oh malheur! Oh quel étrange accident! Qu'est-ce, Toilette? Oh madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort? Mon mari est mort? Oui, hélas, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là et je me suis trouvée ici toute seule. Et puis, il vient de passer entre mes bras et vous voyez là, toute son nom dans cette chaise. Mais le ciel en soit loué! Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Mais que tu es sotte, Toilette, de t'affliger de cette mort. Vous pensez, madame, qu'il fallut pleurer? Va, Toilette, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse une médecine ou un lavement dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, et grondant jour et nuit, servantes et valets. Voilà une belle raison funèbre. Écoute, Toilette, il faut que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux être sûre, comme me servant ta récompense se rappelle. Puisque par bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Et tenons cette mort cachée, jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers et de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui les plus belles années. Viens, Toilette, prenons part à toutes ces clés. Doucement! Ah, oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Je suis bien l'aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire beaucoup de choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Oh, ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Oh, c'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh, ciel, fâcheuse aventure. Alors, je suis montée. Qu'as-tu, Toilette? De quoi pleures-tu? C'est de tristes nouvelles à vous donner. Quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toilette? Oui, il vient de mourir d'une faiblesse qui lui a pris. Voilà.
plus cher et le plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel! Quel accident! Quel coup inopiné! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre tante de faire pour moi, je venais de me présenter à lui et tâcher, par mes respects et par mes prières, de disposer son cœur à vous accorder un des vœux. Cléante, ne parlons plus de rien, laissons là toutes les choses du mariage. Après la mort de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux du moins suivre une de vos intentions et réparer par là tout le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez qu'ici je vous en donne ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Non, ma fille! Viens, n'aie point peur, je ne suis pas mort. Ah. Ma véritable fille, et je suis bien aise d'avoir vu ton nom naturel. Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer à en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Et monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et en bien, et vous prévoit contraire aux mutuelles empressements d'une si belle inclination. Eh bien, mon frère, pouvez-vous tenir la pluie? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Mais bien qu'il se fasse médecin, et je consens au mariage. Mais oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur, si le tien est à cela pour être votre genre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous souhaitez, c'est point d'une affaire que cela. Et je ferai bien d'autres choses encore pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient du nez. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Mais cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a pas de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je crois, ma sœur, que vous vous moquez de moi, parce que je suis en âge d'étudier. Bon, étudiez. Oh, vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus éduqués. Il faut bien savoir parler latin, connaître les maladies, les remèdes qu'il faut y faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Quoi? On se discourir sur ces maladies-là lorsqu'on a cet habit? En parlant avec la robe et le bonnet, tout galimatiel devient savant et toute sottise devient raison. Quand ignorez que votre calme, c'est déjà beaucoup, et la calme fait déjà plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui, dans votre maison. Dans ma maison. Et je connais une faculté de mes amis qui viendra en faire tout à l'heure la cérémonie dans votre salle et ça ne vous coûtera rien. Mais moi, que faire? Que répondre? On vous instruira en deux mots, on vous donnera par écrit ce que vous devrez dire. Allez-vous-en vous mettre en habit décent, je vais les envoyer pieds. Voyons cela. Que voulez-vous dire et qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin, avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais ma tante, je trouve que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ce n'est pas tant le jouet que de s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons vite préparer quelque chose. Qu'en sentez-vous? Oui, puisque ma tante me conduit.
Dulce Gavigre, Quididit Facere, Clisterium Donare, Postea Segnare, ensuite à la Purgare. Venez, répondez. Alors, première chose, sachez que juste après le malade, il y a une autre pièce, et elle est encore mieux que le malade. Vous avez vu hier, elle est extraordinaire. Donc, par pitié, restez. Je crois qu'il y aura des chaises partout, vous avez l'extraordinaire. Restez, voilà. Donc merci, j'espère que ça vous aura bien diverti. C'était le but, on vous a entendu, ça nous a fait vraiment bien plaisir. Donc comme vous le savez sans doute, peut-être pas, en tout cas nous sommes totalement amateurs, et nous sommes partie d'une troupe à but non lucratif, et là vous avez vu, vous êtes rentrés sans payer. Pas d'inquiétude, nous allons vous séquestrer. Cependant, si vous voulez éviter clistère, petite saignée et compagnie, je vous recommande, par l'obligeance, de déposer une petite obole, quelques poires, dans le petit chapeau qui sera disposé à la sortie. Voilà. Merci beaucoup.